Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui on va parler de mes 4 dernières lectures. Donc on parlera de l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft, puis de Tata de Valérie Perrin, ensuite du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, et pour terminer on parlera du roman Cadavre exquis d'Agustina Pasterrica. Commençons tout de suite avec l'affaire Charles Dexter Ward. Donc j'ai enfin sauté le pas en ce début d'année 2025 pour découvrir un auteur que je voulais vraiment lire depuis très longtemps, Lovecraft. Donc Lovecraft, c'est un écrivain américain qui est né en 1890 et mort en 1937, qui produit essentiellement de l'horreur et de la science-fiction. Il a eu un impact majeur dans le monde culturel puisque c'est lui qui a notamment créé le mythe de Cthulhu et le Necronomicon. Si on ouvre un peu l'œil, on trouve énormément de références à ses œuvres dans la pop culture d'un peu partout. Lovecraft a été très prolifique durant sa carrière d'écrivain et il y a énormément de romans ou de nouvelles à notre disposition. Si vous cherchez sur le net, vous trouverez différents articles pour vous guider dans ses écrits. Pour ma part, j'ai choisi l'affaire Charles Dexter Ward parce que je l'avais déjà sur ma Kindle et que l'histoire me tentait bien. On y suit donc Charles Ward, jeune homme américain féru d'archéologie et qui commence à faire des recherches généalogiques sur sa famille. Il y découvre alors Joseph Curwen, un de ses ancêtres qui s'adonnait à des activités plus qu'étranges. On a des histoires d'esclaves qui disparaissent, des cris étranges qui provenaient de sa maison. Donc intrigué, Charles approfondit l'enquête et c'est à son tour de se comporter de plus en plus étrangement. J'ai beaucoup aimé ce court roman, il se lit très vite. C'est effectivement un peu horrifique mais pas non plus terrifiant. Attention au style d'écriture qui est très particulier. C'est très brut, journalistique, ça relate vraiment les événements de façon factuelle sans les romancer du tout. Ça peut être légèrement frustrant parce que forcément on ne sait pas certaines choses qui n'ont pas été décrites et sur lesquelles on aurait voulu en découvrir bien plus justement. Ça apporte une touche supplémentaire de mystère au récit cependant. Je ne peux pas trop parler des thèmes de cette histoire sans tout vous dévoiler, mais sachez que Joseph Curwen a quitté Salem en pleine chasse à la sorcière et que le texte aborde beaucoup de mysticisme, d'étrange et de surnaturel. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher votre découverte. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à l'univers de Lovecraft, mais comme je n'ai lu que celui-ci pour l'instant, je vous en dirai plus une fois que j'aurai découvert d'autres œuvres. En tout cas, l'intrigue était très intéressante, le roman suffisamment long pour rentrer dedans sans que cela ne s'éternise de trop. J'ai bien aimé le côté horrifique, mais c'était pas non plus horriblement terrifiant, et c'était vraiment très intéressant. J'ai demandé sur Threads l'avis des amateurs de Lovecraft pour avoir une idée des œuvres incontournables et il y en a beaucoup qui sont revenus. L'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, le cauchemar d'Innsmouth, la couleur tombée du ciel et encore bien d'autres. En bref, très bonne découverte pour l'affaire Charles Dexter Ward. Parfait selon moi si vous voulez découvrir Lovecraft, si vous aimez les mystères, le surnaturel et si le style d'écriture brut et factuel ne vous fait pas peur. Pour ma part, j'ai très hâte de découvrir d'autres œuvres de Lovecraft et je vous ferai un retour dès que ce sera fait. On va ensuite parler de mon premier coup de cœur de l'année 2025 avec le livre Tata de Valérie Perrin. Franchement, je me suis arrêtée sur ce livre dans mon application de livre audio, complètement au hasard. Je n'ai jamais lu de livre de Valérie Perrin et c'est le titre Tata et la couverture qui m'a attiré l'œil. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est une femme blonde qui tient un enfant dans ses bras. Moi, ça m'a fait penser à ma nièce et j'ai donc commencé à écouter en me disant pourquoi pas. Et dans cette histoire, on y suit Agnès, 38 ans, réalisatrice à succès, qui a un peu de mal depuis le départ de son mari. Un jour, elle reçoit un appel de la police de Guignon pour lui annoncer que sa tante, Colette, est décédée. Bémol, Colette est déjà morte. Donc Agnès se rend sur place pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer.
Ça, c'est le résumé des premières pages et c'est vraiment le début d'une immense aventure. L'histoire prend beaucoup plus d'ampleur que ça. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette lecture, j'ai tellement mal au cœur de savoir que je l'ai terminé et que je ne retrouverai pas les personnages. Sur le bandeau du roman, en librairie, il y a écrit « Il n'y a pas de gens sans histoire ». Et clairement, cette phrase résume vraiment bien le roman. C'est plein de personnages un peu banals, des gens que clairement on pourrait croiser dans la rue, à notre travail, mais qui nous content leurs histoires, donc dans ce texte, leurs relations avec les gens. On s'attache très vite à tous ces personnages, ils sont tous vraiment développés, ils ont tous chacun un peu leur moment. Là, dans mon résumé, je vous ai parlé que d'Agnès et de Colette, parce que c'est leur histoire à elles deux qui démarre ce récit, mais c'est aussi l'histoire de tellement d'autres personnages, tellement d'autres gens. Il y a énormément de vie dans ce récit qui s'entremêle, qui se rapproche, qui s'éloigne en permanence. Franchement, j'ai pleuré, j'ai ri, je me suis posé plein de questions, j'ai encore ri, j'ai encore pleuré. J'ai ressenti tellement d'émotions à l'écoute de ce livre. C'est plein de vie et de tout ce qui fait la vie. Vraiment, c'est une ode à l'amour, à l'amitié et aux relations humaines. L'adaptation en audio est vraiment très bien faite. Les voix sont parfaites, la lecture est très agréable et il y a plein de petits sons qui sont rajoutés en plus qui apportent énormément au récit. Et c'est avec grand plaisir que je me plongerai dans d'autres romans de Valérie Perrin parce que vu comment Tata m'a secoué, j'ai très envie de découvrir d'autres œuvres de cette autrice. Donc si vous cherchez une histoire passionnante, pleine de vie, pleine de personnages vivants et attachants qui sont eux-mêmes plein de petits détails qui leur donnent encore plus de vie. Si vous aimez les secrets de famille, mais pas les secrets de famille sombres et mauvais, non, les bons secrets de famille, si vous aimez les romans sur l'amitié, sur la famille, sur les liens entre les gens, si vous aimez lire sur des gens, tout simplement découvrir leurs histoires, leur vie, aussi simples qu'elles paraissent, si vous voulez ressentir tout un tas d'émotions, rire et pleurer et plonger tellement profondément dans Guignon que vous aurez l'impression que c'est votre village, alors foncez pour Tata. Je suis encore tout émue d'en parler et de faire cette chronique parce qu'il m'a tellement bouleversé ce livre. J'aurais voulu que ça ne se termine jamais. Et cette fin, ces dernières lignes, vraiment une pépite, un coup de cœur phénoménal. Merci Valérie Perrin. On va continuer avec Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un classique de la littérature française que je n'avais jamais lu et je m'y suis mise parce qu'une de mes amies était en train de le lire et qu'elle a su me donner envie, clairement. Ce n'était pas ma première lecture de Gaston Leroux puisque j'ai déjà lu Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Ce sont pour les deux histoires des romans mettant en scène le reporter Joseph Rouletabille. Dans Le mystère de la chambre jaune, l'enquête porte sur le décès d'une jeune femme retrouvée morte dans la chambre jaune, alors que celle-ci était fermée de l'intérieur, les volets clos et sans signe d'effraction. Je ne me rappelle plus du tout du dénouement de ces deux histoires, mais je me souviens avoir passé un bon moment de lecture à chaque fois. Et pour remettre un peu le tout dans son contexte, Gaston Leroux est un écrivain français né en 1868 et mort en 1927. Il est avocat de formation avant de devenir reporter puis écrivain. À noter qu'il a fondé la Société des Cinéromans, une société cinématographique, en 1918 avec René Navarre qui a interprété, roulement de tambour, Fantomas dans le film de Louis Feuillade. Oui, j'arrive à vous le caser à chaque épisode, vraiment, c'est un talent incroyable. Bon, revenons au roman Le fantôme de l'opéra, publié en 1910. Je me suis lancée dans la lecture sans même lire le résumé. Tout ce que je savais en commençant, c'est qu'il y avait un fantôme criminel à l'opéra. Et finalement, on suit pas mal de personnages qui gravitent autour du monde de l'opéra, comme Christine Daae, qui est chanteuse, ou encore le jeune comte Raoul de Chagny qui est éperdument amoureux de Christine, mais également les nouveaux directeurs de l'opéra qui sont très embêtés par une série d'événements mystérieux dont l'origine viendrait du fameux fantôme de l'opéra.
Je n'en dis pas plus pour ne pas dévoiler la suite de l'intrigue, mais je peux tout de même vous dire que j'ai été très surprise lors de ma lecture, et surprise dans le bon sens. L'histoire est une belle aventure, on est plongé dans l'ambiance feutrée de l'opéra. L'intrigue a un côté tragicomique puisque les événements sont parfois plutôt comiques et parfois franchement tragiques. Le style d'écriture est très agréable, on retrouve des notes en bas de page et des commentaires de l'auteur, comme si on assistait à un réel travail et une véritable enquête sur le sujet, alors que tout est fictionnel. Fictionnel entre guillemets, parce que le personnage du fantôme de l'opéra est peut-être inspiré d'une vieille légende de l'opéra Le Pelletier, dans laquelle un incendie s'est déclenché en pleine représentation, causant la mort d'une danseuse. Et la légende ajoute que son fiancé aurait survécu, mais au prix de nombreuses brûlures et qu'il errerait dans les sous-sols de l'opéra, défiguré et le cœur brisé. En bref, Le fantôme de l'opéra, c'est un roman parfait pour les amateurs de vieux romans écrits dans le langage de l'époque, mais aussi parfait pour les amateurs de mystère, de Paris, d'opéra, de musique, et le tout saupoudré d'un peu d'amour. C'était une super lecture pour moi, j'ai adoré, et je vous recommande vivement de découvrir ce chef-d'œuvre. Et on va terminer avec Cadavre exquis d'Agustina Basterica. Bon, une belle envie de vomir, c'est ce qui m'est resté après la lecture de ce court roman sorti en 2017. C'est une dystopie dans laquelle un virus a éradiqué l'entièreté des animaux de la planète. Et pour contrer le manque de viande, eh bien, la société a créé des élevages d'humains. Oui, des humains, qui sont élevés rien que pour ce but. Et dès le début de l'histoire, nous on suit Marco qui travaille dans un abattoir d'êtres humains. La période temporelle est bien choisie parce que l'éradication des espèces animales ne remonte pas à si longtemps que ça, et du coup Marco, il a connu l'avant. Et via le personnage de Marco, on va suivre ce cycle de la viande humaine. C'est vraiment un roman glaçant, marquant, très malaisant et en même temps hypnotisant d'une certaine manière. L'écriture de l'autrice est très froide, très incisive. Le personnage de Marco est très intéressant dans son évolution parce que dans la première partie du livre, il nous sert seulement à voir ce qu'il se passe. Il est très transparent, presque spectateur de tout ce qui se passe, autant que nous finalement. Et puis dans la seconde partie, ce rapport change et c'est nous qui devenons spectateurs de ce que Marco fait et ça vaut le détour. Les sujets abordés sont nombreux et impactants. Les limites de l'humanité, que peut-on accepter au nom de la survie de l'espèce ? Le cannibalisme, évidemment, bien que ce soit clairement une critique du régime carnivore. L'impact du vocabulaire sur notre acceptation des choses également. Marco analyse beaucoup l'usage des mots dans l'histoire, ce qui est un point de vue ultra intéressant. Comment on peut manipuler les mots, les transformer ou en inventer de nouveaux pour rendre quelque chose moins horrible. Et on a aussi le thème du deuil. Je pense que vous l'aurez compris assez vite, mais âme sensible, abstenez-vous. C'est violent, il y a du sang, des morts, des exécutions, des viscères, des passages qui sont clairement immoraux. Est également révélée dans l'histoire l'explication du titre Cadavre exquis. Vous pouvez essayer de deviner avant de vous lancer dans la lecture pourquoi le roman s'appelle comme ça, mais je doute que vous puissiez trouver vraiment d'où est-ce que ça vient. Pour moi, cette lecture est une réussite, même si ça m'a laissé la nausée et que certains passages sont franchement terribles à lire. Mais c'est très bien exécuté par l'autrice, c'est court, on est rapidement plongé dans cette société futuriste et énormément d'aspects sociétaux sont traités. C'est amoral, c'est dégueulasse, c'est glaçant. Bref, si ces mots vous inspirent, si vous voulez une lecture choc sur le thème de la viande, ou si vous êtes déjà végétarien et que vous voulez rigoler un petit peu, allez-y pour Cadavre exquis. J'ai regardé un peu ce qu'avait écrit d'autre cette autrice. Elle est née en 1974 en Argentine, elle a écrit 5 romans et quelques recueils de nouvelles, mais peu ont été traduits dans d'autres langues. Son dernier roman a été traduit en anglais, The Unworthy, et parle d'une femme dans un couvent alors que c'est l'apocalypse dans le reste du monde. Ça a l'air très très sombre, pas de la même manière que pour Cadavre exquis. Je pense que ça peut être très très intéressant aussi. Je vous aurais bien lu le début
de cadavre exquis, mais je pense aux pauvres auditeurs qui n'ont rien demandé, ou qui sont peut-être en train de manger, donc on va passer... je vais vous lire quelque chose d'un peu plus consensuel, et je vais vous lire le début de l'affaire Charles Dexter Ward, pour que vous puissiez voir un peu le style de Lovecraft. Chapitre 1. Résultats et prologue. Un personnage fort étrange, nommé Charles Dexter Ward, a disparu récemment d'une maison de santé près de Providence, Rhode Island. Il avait été interné à contre-cœur par un père accablé de chagrin, qui avait vu son aberration passer de la simple excentricité à une noire folie présentant à la fois la possibilité des tendances meurtrières et une curieuse modification du contenu de son esprit. Les médecins s'avouent complètement déconcertés par son cas, car il présentait des bizarreries physiques autant que psychologiques. En premier lieu, le malade paraissait beaucoup plus vieux qu'il ne l'était. À vrai dire, les troubles mentaux vieillissent très vite ceux qui en sont victimes, et le visage de ce jeune homme de 26 ans avait pris une expression subtile que seuls possèdent les gens très âgés. En second lieu, ses fonctions organiques montraient un curieux désordre. Il n'y avait aucune symétrie entre sa respiration et les battements de son cœur. Sa voix était devenue un murmure à peine perceptible. Il lui fallait un temps incroyablement long pour digérer. Ses réactions nervales aux stimulants habituels n'avaient aucun rapport avec toutes celles, pathologiques ou normales, que la médecine pouvait connaître. La peau était sèche et froide. Sa structure cellulaire semblait exagérément grossière et lâche. Une grosse tache de naissance en forme d'olive avait disparu de sa hanche gauche, tandis qu'apparaissait sur sa poitrine un signe noir très étrange qui n'existait pas auparavant. Tous les médecins s'accordent à dire que le métabolisme du sujet avait été retardé d'une façon extraordinaire. Sur le plan psychologique également, Charles Ward était unique. Sa folie n'avait rien de commun avec aucune espèce de démence consignée dans les traités les plus récents et les plus complets. Elle semblait être une force mentale qui aurait fait de lui un génie ou un chef si elle n'eût été bizarrement déformée. Le docteur Willett, médecin de la famille Ward, affirme que les facultés mentales du malade, si on les mesurait par ses réactions à tous les sujets autres que celui de sa démence, s'étaient bel et bien accrues depuis le début de sa maladie. Le jeune Ward avait toujours été un savant et un archéologue, mais même ses travaux les plus brillants ne révélaient pas la prodigieuse intelligence qu'il manifesta au cours de son examen par les aliénistes. En fait, son esprit semblait si lucide et si puissant qu'on eut beaucoup de peine à obtenir l'autorisation légale de l'interner. Il fallut, pour emporter la décision, les témoignages de plusieurs personnes et la constatation de lacunes anormales dans les connaissances du patient, en dehors de son intelligence proprement dite. Jusqu'au moment de sa disparition, il se montra lecteur omnivore et aussi brillant causeur que le lui permettait sa faible voix. Des observateurs expérimentés ne pouvant prévoir sa fuite, prédire qu'il ne manquerait pas d'être bientôt rendu à la liberté. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon l'histoire va être trop lancée, j'arriverai plus à m'arrêter. Mais c'est le tout début de l'affaire Charles Dexter Ward. Donc c'est un peu écrit comme un documentaire, comme si on lisait une histoire rapportée sur quelque chose qui s'est réellement passé. Au début, vous êtes avec Charles Ward, au tout début, et ensuite, après, on en vient à savoir comment il s'est intéressé à Joseph Curwen, puis l'histoire de Joseph Curwen lui-même. Voilà, si vous n'êtes pas effrayé par ce côté très documentaire, très compte-rendu, journalistique, c'est vraiment une histoire super intéressante. Et puis je trouve que ce côté vraiment factuel, ça apporte du mystère à l'histoire parce qu'il nous manque certains éléments, puis ça lui donne un côté un peu véridique. Donc j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de nouvelles idées de lecture. On se retrouve très vite dans un prochain épisode du podcast des livres et des lettres pour parler lecture et littérature. À bientôt!